la Révolution française va transformer en profondeur les pratiques des francs-maçons de l'Hexagone et les loges vont complètement changer de physionomie. D'abord, tous les aristocrates vont quasiment disparaître. Il va subsister une petite bourgeoisie, une classe moyenne, qui jusqu'à nos jours est dominante dans les loges, avec une montée en puissance de quelques métiers qui sont surreprésentés dans la franc-maçonnerie, et ça reste vrai de nos jours. Les médecins, les avocats, les professeurs et éventuellement les policiers. Or, au XIXe siècle, être un avocat, c'est souvent être un promoteur des idées progressistes. Un médecin, au XIXe siècle, c'est souvent un homme qui professe des idées religieuses très modérées, voire est un peu hostile aux religions. Face à cette évolution au sein des loges maçonniques, Napoléon Bonaparte, futur Napoléon Ier, qui a pris le pouvoir en France, comprend que les francs-maçons peuvent devenir des alliés de poids. Napoléon est quelqu'un d'intelligent, non seulement sur les champs de bataille, mais sur le plan de l'organisation, de la société et de la politique. Il transforme radicalement la société française en quelques années et il a très bien compris ce que la franc-maçonnerie pouvait apporter. Ça pouvait être pour lui un des socles sur lesquels il peut construire la société nouvelle. Une sorte d'alliance entre les vieilles élites et les nouvelles qu'il veut faire émerger. Napoléon va tout faire pour s'assurer du soutien de la franc-maçonnerie. La quasi-intégralité des membres de sa famille sont initiés francs-maçons. Son frère Joseph devient même grand maître du Grand Orient de France. Ses ministres les plus importants comme Talleyrand, ministre des Relations extérieures, ou Joseph Fouché, ministre de la Police, ainsi que les plus hauts membres de l'armée napoléonienne, sont eux aussi francs-maçons. Sous l'Empire, ce n'est pas l'Empire français, c'est l'Empire franc-maçon. S'il y a une époque où la franc-maçonnerie a été totalement dominante, c'est l'Empire. Et puis aussi, dans la grande armée napoléonienne, plus vous montez en grade, plus les francs-maçons sont omniprésents. Le nombre d'officiers supérieurs qui sont francs-maçons frôle parfois, je dirais, l'unanimité absolue. Sur les 23 boulevards des Maréchaux autour de Paris, il y en a 17 dont l'activité maçonnique est tout à fait documentée. Donc la franc-maçonnerie va connaître un véritable âge d'or sous le Premier Empire. Partout où Napoléon Ier va conquérir des territoires, des membres de sa famille vont prendre le pouvoir et avec eux, les loges franc-maçonnes vont se développer. Comme il y a l'expansion du Premier Empire à travers toute l'Europe sous Napoléon, la franc-maçonnerie se déploie en même temps et soutient sa cause parce qu'elle considère que c'est celui qui donne la plus grande aura aux francs-maçons. On publie même à l'époque une carte de l'Empire maçonnique français. Après la chute de Napoléon, la France voit se succéder les régimes politiques. Et alors que la monarchie fait place à la Deuxième République, qui elle-même est remplacée par le Second Empire, les francs-maçons, eux, continuent à se réunir et à échanger sur l'évolution de la société dans le secret des loges. La franc-maçonnerie est devenue associée à ce que l'on pourrait appeler le républicanisme d'opposition. Parce que tous les républicains qui avaient été éliminés par Napoléon III en 1851 ont dû entrer dans la clandestinité. Et la franc-maçonnerie était l'un de ces réseaux clandestins où le républicanisme a refusé de mourir. En fait, de nombreux républicains ont vu dans les réseaux francs-maçons un relais très pratique et une organisation idéale pour diffuser leur message. Le seul endroit où on est un peu à l'abri, c'est la franc-maçonnerie. Et donc, en fait, la franc-maçonnerie va se transformer en une sorte de parti républicain qui ne dit pas son nom. La réunion d'une loge ressemble de plus en plus à la réunion d'un club politique. Donc, lorsque la République est proclamée, un grand nombre de cadres du mouvement républicain, et donc du nouveau régime, sont des francs-maçons. Et ils vont développer un programme qui n'est pas un programme maçonnique, qui est un programme des républicains. Mais il faut bien reconnaître que ce programme est principalement soutenu par des politiciens qui sont francs-maçons. Alors, il va y avoir des élections,
On va voter pour élire des députés, des sénateurs, et on va voir partout, dans toutes les provinces en France, des francs-maçons s'engager dans ces élections. En quelques années, la Troisième République française va voir se développer un véritable règne de la franc-maçonnerie sur la vie politique de l'Hexagone. Jules Ferry, Léon Gambetta, Émile Combes, Jules Simon, Arthur Groussier, Léon Bourgeois, Paul Doumer. Des francs-maçons vont accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Sur la période 1875-1914, sur les presque 500 députés de la Chambre des députés, probablement un peu plus de 200 doivent être maçons. En 1896, il y a 7 ministres maçons sur 11 ministres. Paul Doumer, qui est le ministre des Finances, est aussi le secrétaire général du Grand Orient en même temps. On va aboutir en quelques années à une surreprésentation absolument monstrueuse des francs-maçons dans l'appareil politique. À la fin du XIXe siècle, il y a quelques dizaines de milliers de francs-maçons en France. Et on peut estimer qu'environ 30% du personnel politique est franc-maçon. Donc, évidemment, d'une certaine manière, c'est la franc-maçonnerie qui a pris le pouvoir. Elle l'a pris légalement, elle l'a pris au terme d'élections régulières, en respectant le jeu des institutions de la République, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'elle a pris le pouvoir. Je dirais pas qu'elle a pris le pouvoir, je dirais qu'elle était le pouvoir. On dit souvent, la franc-maçonnerie de la Troisième République faisait de la politique. Non, elle était la politique. L'école gratuite, laïque et obligatoire. Le divorce. La liberté de la presse. La liberté d'association. La rédaction du premier code du travail. Des dizaines de lois encore en vigueur aujourd'hui vont être initiées par des hommes politiques issus de la franc-maçonnerie. Un pouvoir qui va faire grandir chez certains opposants un nouveau sentiment anti-maçon viscéral. C'est à partir de ce moment-là que naît l'expression « les francs-maçons sont partout et la franc-maçonnerie nulle part ». D'où le fait que les francs-maçons cherchent de plus en plus à essayer de ne pas se faire localiser. Mais cette manœuvre elle-même est parfois contre-productive parce que les adversaires disent « vous voyez, les francs-maçons essaient de se cacher, les francs-maçons essaient de cacher leur jeu, c'est bien parce qu'ils ont quelque chose à cacher ». Chez certains membres des milieux catholiques conservateurs, l'antimaçonnisme va prendre de l'ampleur. Pour eux, les lois sur l'école publique et laïque menacent directement l'influence de l'Église. L'éducation, c'était le privilège de l'Église. Toucher à l'éducation des masses faite par l'Église, c'était voir se déserter à terme les églises et les temples catholiques. Donc à partir de là, les catholiques qui ont vu une sorte de complot, de conspiration, de volonté véritablement ourdie de la franc-maçonnerie de tout détruire. C'est aussi à ce moment-là que va exploser l'antimaçonnisme virulent. La lutte va être ce qu'on va appeler la guerre des deux Frances. La France de la droite catholique conservatrice, et à l'époque, la droite conservatrice s'identifie pratiquement à l'aile droite de l'Église catholique. Et la France de la gauche républicaine et progressiste, mais cette deuxième France, on pourrait ajouter, fortement influencée par la franc-maçonnerie. Ce conflit entre les deux Frances va prendre des proportions d'une violence extrême. Et un homme va pousser l'antimaçonnisme à son paroxysme, Léo Taxil. Un écrivain prêt à tout pour bâtir sa renommée, y compris à fabriquer de fausses preuves pour manipuler l'opinion. Léo Taxil est un ancien maçon qui va tourner sa veste et qui va devenir anti-maçon et qui va publier des livres où il explique, il révèle, dit-il, ce qui se passe dans les loges. Et c'est des livres qui sont complètement délirants. Il va même jusqu'à expliquer que le vendredi, à la suite de rites maçonniques, le diable apparaît, etc. Mais attention, il n'apparaissait pas sous une forme habituelle, il apparaissait sous la forme d'un crocodile, mais il jouait du piano. Bah, c'est quand même relativement hallucinant. Léo Taxil va publier 14 ouvrages aux titres éloquents
et au sein desquels il invente des pratiques franc-maçonnes les plus déviantes. Ces livres seront traduits en anglais et remporteront un succès dans toute l'Europe. La franc-maçonnerie ne se contente pas de haïr le prêtre, elle déteste encore l'ouvrier, le pauvre, de toute la haine de son cœur sec. Le moment est venu de nous occuper des exécutions, de ces crimes que la secte commet avec une habileté vraiment extraordinaire. Que d'assassinats ont certainement été commis par la secte scélérate. Et il y a des gens pour le croire, des milliers de gens pour le croire. Jusqu'au jour où il réunira une grande conférence de presse à la Société de géographie à Paris, sur le boulevard Saint-Germain, pour révéler que depuis le début, c'est une fumisterie et qu'il a menti à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, ça n'est pas seulement l'analyse du canular monstrueux de Léo Taxil, qui a duré plus d'une dizaine d'années, c'est l'adhésion de toute une partie du public à un discours aussi ahurissant. C'est dire à quel niveau d'exacerbation des passions on en était arrivé. Le drame de Léo Taxil, c'est que quand il a fini par avouer qu'il s'était moqué de tout le monde lui a dit ça c'est le complot, dans le complot, vous mentez. Bon, et le pauvre Léo Taxil n'a pas été cru dans son déni. Léo Taxil finira sa vie en rédigeant des livres de cuisine et il mourra dans l'oubli.